Bonjour à tous. J'ai d'abord noté qu'évidemment les candidatures au poste de ministre de l'Éducation nationale étaient un fait avéré. Je n'ai pas de réponse évidemment à apporter directement à cela, mais voilà, j'ai été très attentive à, évidemment, non seulement au dernier tour de table, mais également à quelques éléments du débat. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ce colloque, effectivement, de m'avoir invité pour ce mot de clôture. Vous dire d'abord, j'allais dire peut-être en préambule des quelques mots que je veux prononcer, que je suis très impressionnée par le programme de ce colloque, par sa tenue d'abord, sa bonne tenue aussi, évidemment, qui a réuni un grand nombre de spécialistes, mais aussi de spécialistes de terrain. Voilà, je pense que c'est important aussi cette rencontre, et que les débats qui ont ponctué, j'allais dire, les actes même de communication étaient sans doute très enrichissants et ont, j'espère, contribué à ces échanges que l'on essaie de faire toujours entre éducation nationale, culture, et puis évidemment au-delà, voilà, quand je dis culture, c'est tellement les grandes scènes culturelles, mais c'est aussi des grands acteurs culturels, l'art de manière générale. Alors évidemment des thématiques qui ont été abordées de manière très directe, très frontale, avec ces questions qui vous ont interpellé les uns et les autres. La place de l'art dans la cité, c'était la première question. Je ne vais pas toutes les prendre, je vous rassure. Mais la place de l'art dans la cité, il me semblait que c'était une façon, évidemment, de revenir au rôle vraiment politique, précisément de l'art et politique, évidemment, dans le sens étymologique du terme. Et après, voilà, la confrontation avec le numérique, la culture et l'éducation. Et je me permettrai, moi, de ne parler que de ce dernier point. On le sait, l'éducation artistique s'est évidemment considérablement développée ces dernières années. J'ai envie de dire qu'elle a aussi connu des avancées décisives. En effet, en permettant à la fois des collaborations entre des artistes et des enseignants. J'ai bien entendu les artistes en résidence dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, mais tout le monde en rêve. Les recteurs en rêvent aussi. Après, vous le savez, il y a aussi des questions plus pragmatiques qui se posent et voilà, qui sont des questions de moyens, qu'il faut toujours envisager comme elles sont, ces questions de moyens. Mais évidemment, c'est un rêve que l'on peut partager. Donc des collaborations, en proposant aussi de mettre en place des projets impliquant les élèves tout au long d'une année scolaire, en prévoyant évidemment aussi les financements spécifiques pour ceux-ci. Eh bien, je crois qu'on a essayé d'impulser, je dis essayer parce qu'on a toujours à progresser et à avancer sur ce chemin-là, mais on a impulsé une dynamique nouvelle particulièrement féconde. Et les enseignants, vraiment dans une très large majorité, ont plébiscité ces dispositifs partenariaux, en particulier les classes APAC, qui évidemment ont connu de grands succès, ou les ateliers. Et je crois que de ce point de vue-là, ils ne se sont pas trompés, évidemment, sur l'enjeu qu'il y a derrière ces collaborations fortes. Je voudrais ajouter que dans le cadre de la loi de refondation de l'école de la République, eh bien, les deux ministères de l'Éducation nationale, à ce moment-là, c'était encore que l'Éducation nationale, c'était il y a 2 ans, et de la culture et de la communication, ont mis vraiment en place le parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc c'est institué. Là aussi, il va falloir le faire vivre, évidemment, et lui donner son sens plein.
Et ce parcours précisément pour que tous les écoliers, tous les collégiens, tous les lycéens, de quelque territoire qu'ils viennent et où qu'ils se situent, naturellement, socialement en particulier, eh bien, puissent accéder à la culture, aux pratiques culturelles, puissent rencontrer des artistes et puissent évidemment toucher à la création, pour le dire tout simplement. Ainsi, comprend-on mieux aujourd'hui, me semble-t-il, que loin d'éloigner des apprentissages, et je ne rajouterai pas fondamentaux, donc des apprentissages, eh bien l'art permet d'y venir ou d'y revenir. On peut évidemment envisager les deux choses. Je crois que de ce point de vue-là, l'art évidemment peut donner sens à la culture, inscrit les savoirs scolaires aussi, eh bien dans une démarche qui permet une meilleure appropriation. Alors, l'art peut féconder les pratiques pédagogiques, redonner aussi à l'enseignant eh bien, une véritable fonction de vecteur culturel. Alors, l'expérience d'apprendre par l'art, et là je vais reprendre évidemment les termes du colloque même, enfin, du titre, l'expérience d'apprendre par l'art, et donc l'art d'apprendre, est à tous égards exemplaire. Voilà des enfants, quel que soit leur âge, qui sont en difficulté scolaire, voire en grande difficulté scolaire, des enfants qui n'ont pas accédé ou qui accèdent de façon sporadique à l'art et à la culture. Voilà des enseignants, des éducateurs, des artistes qui décident de travailler ensemble pour leur offrir alors une pédagogie que j'ai envie d'appeler une pédagogie du détour, qui leur permette évidemment de se réconcilier avec l'apprendre. Et voilà des praticiens qui collaborent avec les chercheurs pour mettre en place, pour réguler, pour évaluer eh bien, des méthodes qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà enfin une démarche grâce à laquelle des exclus de la connaissance, alors ça peut être des exclus partiels ou des exclus moins partiels, qui arrivent donc à se reconstruire, à retrouver une place à l'école, qui reviennent vers les apprentissages traditionnels, mieux armés peut-être, plus motivés, et où tous trouvent les outils pour agir et, j'espère aussi, des raisons, eh bien oui, de progresser et d'espérer. Tant il est vrai qu'on n'en finit pas, à l'école, mais aussi hors l'école, évidemment, de naître à la vie, à la connaissance, à soi-même. Donc il me semble que naître à l'art, c'est sans doute tout cela, sans rien renier des exigences essentielles de l'art et sans renier non plus, évidemment, des exigences, fondatrices de l'acte éducatif. Voilà. Mais mon dernier mot sera évidemment pour dire que on ne saurait, bien sûr, ne pas souligner combien il est salutaire que de grandes entreprises mécènes, que des fondations s'engagent évidemment auprès des grandes scènes culturelles, et elles sont bien représentées, ou elles ont été bien représentées tout au long de ce colloque. Alors évidemment, je m'adresse tout particulièrement à la déléguée générale de la Fondation Total et puis aussi au directeur de l'Opéra de Lyon. Eh bien oui, c'est salutaire qu'il y ait cet engagement et auprès de l'éducation nationale pour aider à ce maillage culturel et à ce maillage artistique du territoire. Je pense que ce colloque aura permis de donner à connaître de précieuses et singulières initiatives qui, parce qu'elles créent du lien, parce qu'elles ouvrent à l'art et parce qu'elles ouvrent au monde, eh bien, font sensiblement progresser la réussite scolaire. Oui, c'est à espérer, et peut-être au-delà, l'estime des autres et l'estime de soi que l'on peut aider à construire pour nos élèves. Merci beaucoup. Bon, on vient à la fin de ce colloque. Évidemment, tout d'abord, je souhaiterais aussi remercier la Fondation Total et chère Catherine, merci beaucoup de nous avoir réunis. Mesdames et messieurs, chers amis, il est stimulant pour moi que l'opéra soit aussi un lieu de discussion, de confrontation d'expériences et d'échange d'idées. Le colloque qui va prendre fin a été pour nous tous un moment privilégié, un moment de rencontre et de partage
et j'ai été très heureux de pouvoir l'accueillir ici. Parmi les enjeux évoqués pendant ces 2 jours, il y a cette idée essentielle que l'art, à l'école, l'action culturelle doivent à la fois s'inscrire dans la durée et réinventer en permanence des modèles pour échapper à la reproduction automatique qui sclérose et au formatage qui uniformise et appauvrit. En ce sens, comme le soulignait Jack Lang, cela peut être un acte de résistance qui permet à chacun, dès le plus jeune âge, de gagner en autonomie et de gagner son autonomie. Les participants à ce colloque sont tous des acteurs engagés, parfois depuis fort longtemps. Cependant, il reste beaucoup à faire. Certes, ce grand mouvement est lancé et il ne s'arrêtera pas. Je ne suis pas ministre de l'Éducation, ni ministre de la Culture, et je préfère ne pas l'être, je préfère rester dans l'action. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos institutions doivent s'engager pleinement dans ce processus, de façon durable, justement. C'est par une présence intense sur le terrain et par un maillage serré que nous parviendrons à une réussite pérenne, qui ne laisse aucun territoire ni personne sur le côté du chemin. Et puis, je pense qu'il faut savoir explorer de nouveaux espaces, inventer de nouveaux chemins ensemble. Pour cela, il est indispensable pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos institutions scolaires et culturelles, de dépasser nos résistances au changement, nos routines, nos cloisonnements et nos méfiances. Permettez-moi, pour conclure, de citer le cœur final du vol de Lindbergh, de Bertolt Brecht et de Kurt Weill. Vers la fin du 2e millénaire de notre ère, s'est élevée notre naïveté d'acier, montrant ce qu'il est possible de faire sans nous laisser oublier ce qui n'est pas encore atteint. Ce message d'espoir et d'exigence, ne l'oublions pas. Merci. Bien, mais il me semble qu'au terme de tout ceci, il n'y a qu'un mot à répéter, parce qu'heureusement c'est un mot dont on ne se lasse jamais, et que j'ai beaucoup de raisons de répéter aujourd'hui, c'est le mot merci. Évidemment, merci à Serge Dorny, à l'accueil de l'équipe et à la générosité de cet accueil de toute l'équipe de l'Opéra de Lyon. Merci à nos partenaires fidèles, inspirés. Je vais les citer en espérant n'oublier personne, mais ils sont là devant moi. Donc, bien sûr, le Festival d'Aix, l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, le Bal, évidemment aussi l'Opéra de Lyon. Merci à tous ceux qui sont intervenus, qui ont partagé leur passion, partagé leur temps, à tous ces spectateurs et ces participants qui sont restés jusqu'au bout. Enfin, il y en a qui sont venus, allés, venus, c'est magnifique. On a vu que tous les mondes étaient représentés, ça me fait très plaisir. Et puis aussi, évidemment, merci à celles et à celui qui ont tout fait, qui ont tout construit, c'est-à-dire notre équipe et notre équipe élargie. À d'abord, bien sûr, notre merveilleuse Danielle Fouache, qui a su à la fois... Oui. Qui a pu s'inspirer et s'extraire de son histoire pour nous aider à construire la nôtre et la vôtre. Merci Danielle. Merci aussi à nos deux médiatrices, si complémentaires et si fines,
Hélène Devinck, Sabine Deville, qui ont tellement bien, qui se sont bien entendus dans tous les sens du terme. Alors merci à celui, Laurent, notre Laurence Soultret, qui a... qui a cornaqué toute l'équipe avec tellement de finesse et de sensibilité et de fidélité. Et alors, bien sûr, nos merveilleuses Constance Lénart et Marie de Touchet, qu'ont rejointe aujourd'hui Galzé Nguyen et Marina Parmagnani. Voilà, et puis surtout merci à tous ceux qui sont restés à Paris, celles et quelques ceux qui sont restés à Paris, faire le travail quotidien pendant que nous étions en train de nous passionner pour ce colloque. Alors, comme on ne se refait pas, j'ai quand même 2-3 autres mots que merci, enfin 3, que je voudrais conserver dans le cœur, finalement, en réfléchissant à ce que sera l'après-colloque. Parce qu'évidemment, il y aura un après, on doit dormir dessus, on doit laisser décanter les choses. On ne va pas vous laisser comme ça. Non, on va certainement... il y aura une suite, c'est évident. Les 3 mots que m'inspire tout ceci, c'est d'abord la douceur. C'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup dans l'entreprise. C'est un mot qui est le contraire de la mièvrerie. On a compris, notamment aujourd'hui, au travers du témoignage de Carole, que c'était un combat, la douceur. Je crois aussi que dans un siècle qui est si sauvage, où on a besoin que la rigueur s'habille de tolérance, où on a besoin que l'exigence s'habille de bienveillance, où on a besoin que l'ironie s'habille de tendresse, je crois que la douceur est une manière de dire l'humanisme dans notre siècle. Le deuxième mot, c'est la lenteur. Nous en avons besoin, nous avons besoin de temps pour comprendre, pour écouter, pour décanter, pour nous tromper, pour trouver des sous. Nous avons besoin de lenteur. Et le troisième mot, c'est la ferveur. Là, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Elle vous habite, elle nous habite. Elle n'est pas le contraire de la lenteur si on pense au latin, au festina lente, qui nous montrait « hâte-toi lentement ». C'est ce que nous faisons tous en mélangeant cette patience et cette impatience. Et alors, évidemment, je ne vais pas rester en reste. J'ai une citation. Je crois que je la connais par cœur, mais je vais quand même mettre mes lunettes. Elle est de René Char. « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Eh bien, hâtons-nous. Et si j'ai bien compris, préparons nos mouchoirs, puisque nous allons partager, pour finir et vraiment finir, un moment d'émotion avec des enfants. Est-ce qu'ils sont là? Non, alors, ils sont presque là, Catherine. Merci à vous, quand même, parce que sans vous, rien de tout ça n'aurait été.